Dossier délicat, votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des affaires judiciaires les plus marquantes de l'histoire contemporaine, l'affaire O.J. Simpson. Nous allons explorer chaque aspect de cette affaire depuis ses origines jusqu'à ses répercussions durables. En 1994, les États-Unis sont un pays traversé par des tensions raciales exacerbées, notamment à la suite des émeutes de Los Angeles en 1992. Ces émeutes, déclenchées par l'acquittement des policiers ayant violemment battu Rodney King, ont laissé des cicatrices profondes dans la société américaine. La méfiance envers les forces de l'ordre est à son comble, surtout parmi les communautés afro-américaines. C'est dans ce contexte déjà explosif que survient le double meurtre de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman, des crimes qui vont rapidement capter l'attention de la nation entière. Orenthal James Simpson, plus connu sous le nom de O.J. Simpson, est déjà une figure emblématique bien avant de devenir l'accusé le plus célèbre des États-Unis. Né en 1947 à San Francisco, Simpson a surmonté une enfance difficile pour devenir une légende du football américain. Il excelle d'abord à l'Université de Californie du Sud, où il remporte le prestigieux trophée Heisman en 1968. Ensuite, en tant que joueur professionnel dans la NFL, la Ligue professionnelle de football américain, il établit des records qui le placent parmi les plus grands de tous les temps. Après sa carrière sportive, Simpson se réinvente en tant qu'acteur et personnalité médiatique, consolidant son image de héros américain. Mais derrière cette image publique lisse se cache une vie personnelle beaucoup plus trouble, marquée par des tensions conjugales et des accusations de violence domestique. Nicole Brown Simpson rencontre O.J. en 1977 alors qu'elle n'a que 18 ans. Leur relation est d'abord passionnée mais rapidement marquée par des comportements abusifs de la part de Simpson. Le couple se marie en 1985, mais le bonheur apparent cache une réalité plus sombre. Nicole, selon plusieurs témoins et des documents judiciaires, subit des violences répétées de la part de son mari. En 1992, après 7 ans de mariage, elle demande le divorce, citant des différences irréconciliables. Cependant, même après leur séparation, Nicole continue de vivre dans la peur, documentant ses souffrances dans un journal intime qui sera plus tard utilisé comme preuve lors du procès. Le 12 juin 1994, les corps sans vie de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman sont découverts devant le domicile de Nicole à Brentwood, à Los Angeles. Nicole a été poignardée à de multiples reprises, tout comme Goldman, qui semble être arrivé sur les lieux au mauvais moment. La scène de crime est particulièrement sanglante et la violence des blessures choque même les enquêteurs les plus endurcis. Les premières heures de l'enquête sont cruciales. Des preuves matérielles telles que des empreintes de chaussures ensanglantées et un gant en cuir trouvé à proximité sont immédiatement collectés. Ces indices vont rapidement orienter les soupçons vers O.J. Simpson, surtout après que des traces de sang ont été découvertes dans sa maison. Le 13 juin 1994, moins de 24 heures après la découverte des corps, la police perquisitionne la résidence de Simpson à Rockingham. Là, ils trouvent plusieurs éléments incriminants. Un autre gant en cuir ensanglanté, des traces de sang dans le véhicule de Simpson, ainsi que sur le seuil de sa maison. Ces découvertes vont renforcer les soupçons des enquêteurs qui commencent à envisager sérieusement la possibilité que Simpson soit le meurtrier. Cependant, la manière dont certaines de ces preuves ont été collectées sera plus tard remise en question par la défense qui exploitera ces failles pour discréditer l'enquête. Le 17 juin 1994, O.J. Simpson doit se rendre à la police pour répondre aux accusations. Mais au lieu de cela, il prend la fuite dans une Ford Bronco blanche avec son ami Al Collins au volant. Ce qui suit est une poursuite policière diffusée en direct à la télévision, suivie par plus de 95 millions d'Américains. Cet événement devient instantanément un moment historique, transformant Simpson de simple suspect en une figure tragique et emblématique, capable de captiver l'attention de toute une nation.
Les images de la Bronco blanche se déplaçant lentement sur les autoroutes de Los Angeles resteront gravées dans les mémoires comme l'un des moments les plus marquants de l'affaire. Simpson est finalement arrêté et placé en détention après cette poursuite dramatique, mais l'onde de choc de son arrestation se fait sentir bien au-delà des frontières américaines. Les réactions sont vives et variées. Certains expriment leur soutien à Simpson, croyant en son innocence, tandis que d'autres sont convaincus de sa culpabilité. La couverture médiatique de l'arrestation est intense et l'affaire Simpson devient rapidement un phénomène international. Les premières questions commencent à se poser. Comment un homme si célèbre et si admiré a-t-il pu se retrouver dans une telle situation ? Pour se défendre contre les accusations de double meurtre, Simpson réunit une équipe d'avocats de premier plan surnommée la Dream Team, composée de Robert Shapiro, Johnny Cochran, Alan Dershowitz et Frank Lee Bailey, entre autres. Cette équipe hétéroclite combine des talents juridiques hors pair. Chacun apporte son expertise particulière, que ce soit dans le domaine des procès médiatisés, des droits civiques ou de la stratégie judiciaire complexe. Leur objectif est simple, obtenir l'acquittement de Simpson en démolissant le dossier de l'accusation et en semant le doute dans l'esprit des jurés. L'accusation menée par les procureurs Marcia Clark et Christopher Darden doit, quant à elle, relever un défi colossal. Ils doivent prouver la culpabilité de Simpson au-delà de tout doute raisonnable dans un contexte où la pression médiatique et les tensions raciales sont omniprésentes. Leur stratégie repose sur un ensemble de preuves matérielles solides, notamment les analyses ADN, des traces de sang retrouvées sur les lieux du crime et chez Simpson, mais ils savent que chaque erreur, chaque faux pas pourrait coûter cher à leur cause. La sélection du jury s'avère être l'une des étapes les plus critiques du procès. Compte tenu de l'énorme attention médiatique portée à l'affaire, les jurys doivent être choisis avec soin pour assurer un procès équitable. Les avocats de la défense et de l'accusation se battent pour influencer la composition de ce jury, cherchant à y inclure des individus susceptibles de pencher en leur faveur. Cette bataille en coulisses est autant un jeu de stratégie psychologique qu'une question de justice. Le 24 janvier 1995, le procès s'ouvre sous les regards du monde entier. Les premiers jours sont marqués par les déclarations d'ouverture, où chaque camp expose sa version des faits. Pour l'accusation, il s'agit de convaincre les jurys de la culpabilité de Simpson en mettant en avant les preuves matérielles et les témoignages accablants. La défense, quant à elle, commence à semer les graines du doute en soulignant les incohérences dans l'enquête policière et en mettant en avant le caractère faillible des preuves ADN. Les témoignages de l'accusation constituent une phase cruciale du procès. Les témoins, dont des experts en ADN, des policiers et des proches des victimes, défilent à la barre pour raconter ce qu'ils ont vu, entendu ou analysé. Chacun de ces témoignages est scruté à la loupe par la défense qui cherche à trouver la moindre faille, la moindre contradiction pour affaiblir l'argumentaire de l'accusation. Certains témoignages, comme celui du détective Mark Fuhrman, qui sera plus tard discrédité pour ses propos racistes, auront un impact considérable sur le déroulement du procès. Les preuves ADN sont au cœur du dossier de l'accusation. Ces preuves, considérées comme les plus solides, montrent que le sang retrouvé sur les lieux du crime, dans la voiture de Simpson et à son domicile, correspond à celui de Simpson et des victimes. Cependant, la défense ne se laisse pas impressionner. Elle attaque la validité de ces preuves en pointant des erreurs possibles dans leur collecte, leur conservation et leur analyse. Cette bataille scientifique devient rapidement un des points de focalisation du procès, avec des experts des deux camps qui s'affrontent sur la fiabilité des résultats. Le contre-interrogatoire est l'une des armes les plus redoutables de la défense. Johnny Cochran et ses collègues, avocats, utilisent toutes les techniques à leur disposition pour discréditer les témoins de l'accusation en les poussant dans leur retranchement et en révélant des contradictions ou des préjugés. Leur tactique, souvent agressive, vise à ébranler la crédibilité de l'accusation aux yeux des jurys, en exploitant chaque faille, aussi petite soit-elle. L'un des moments les plus dramatiques du procès survient lorsque Simpson essaie les fameux gants retrouvés sur la scène de crime. Ces gants, pourtant présentés comme une preuve clé, semblent trop petits pour ses mains.
Johnny Cochran s'empare de ce moment pour lancer une phrase qui deviendra célèbre « If it doesn't fit, you must hack it ». S'il ne va pas, vous devez la quitter. Ce geste simple mais puissant sape l'impact de l'une des preuves les plus importantes de l'accusation et marque un tournant dans le procès. Le rôle des experts est essentiel dans ce procès. Les témoignages des spécialistes en médecine légale, en psychologie et en criminalistique sont cruciaux pour convaincre les jurés de la validité ou de l'invalidité des preuves. Ce chapitre explore comment chaque camp a utilisé ses propres experts pour soutenir son récit et discréditer celui de l'autre. Les débats scientifiques deviennent rapidement un terrain de bataille où chaque détail technique est examiné et contesté. Après la présentation de son dossier, l'accusation laisse la place à la défense qui commence à développer sa propre version des événements. Après la présentation de son dossier, l'accusation laisse la place à la défense qui commence à développer sa propre version des événements. Elle avance des arguments clés pour créer un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. La défense construit son récit en s'appuyant sur des témoignages, des preuves matérielles et des analyses psychologiques pour convaincre le jury que Simpson n'est pas coupable. La question raciale est omniprésente dans ce procès. La défense, sous la houlette de Johnny Cochran, exploite habilement le contexte racial pour présenter Simpson comme une victime du racisme institutionnel de la police de Los Angeles. Cette stratégie a été mise en place et aura un impact sur le jury composé en majorité d'Afro-Américains. Le rôle des médias dans l'affaire Simpson est sans précédent. La couverture médiatique du procès transforme cette affaire criminelle en un véritable spectacle public. Les débats télévisés, les émissions spéciales et les articles de presse façonnent l'opinion publique et influencent le déroulement du procès. Les médias ont amplifié les tensions raciales, polarisé les opinions et contribué à faire de ce procès un événement mondial. Le procès est également marqué par une intense bataille entre experts, chaque camp cherchant à faire valoir sa version des faits scientifiques. Les témoignages des spécialistes en ADN, en médecine légale et en criminalistique et leurs conclusions ont été utilisés par l'accusation et la défense pour appuyer leurs arguments. La science, bien qu'objective en théorie, devient ici un champ de bataille où chaque détail technique est disputé. Après avoir présenté leur dossier, les avocats de la défense doivent convaincre les jurés que les preuves contre Simpson ne sont pas suffisantes pour justifier une condamnation. Les plaidoiries finales des deux camps débutent et chaque avocat tente de résumer son argumentaire de manière percutante et convaincante. Le verdict, attendu avec impatience par des millions de personnes à travers le monde, est rendu le 3 octobre 1995. O.J. Simpson est déclaré non coupable. Les réactions sont immédiates, des applaudissements de ses partisans et la colère et la déception des familles des victimes. Ce verdict, pour le système judiciaire américain, a révélé les profondes divisions raciales et sociales du pays. Après le verdict, Simpson tente de reconstruire sa vie, mais il est confronté à un monde qui ne le voit plus de la même manière. Les défis auxquels il est confronté après son acquittement, y compris les tentatives de réhabilitation publique, les procès civils et les conséquences financières de son implication dans cette affaire, l'opinion publique à son égard a également évolué au fil des années. En 1997, les familles de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman intentent un procès civil contre O.J. Simpson, le tenant responsable des deux meurtres. Ce second procès, les arguments des deux parties et les raisons pour lesquelles le jury civil a finalement jugé Simpson responsable, le condamnant à payer 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts. L'affaire Simpson a laissé une empreinte indélébile sur le système judiciaire américain. Les réformes qui ont suivi ce procès, notamment en ce qui concerne la gestion des preuves ADN, les droits des accusés dans les affaires médiatisées et la manière dont les tribunaux traitent les affaires impliquant des célébrités. Malgré son acquittement, Simpson ne parvient jamais à retrouver sa gloire d'antan. Son parcours après le procès civil, marqué par des démêlés judiciaires, des difficultés financières et une tentative de voler des souvenirs sportifs qui se termine par une condamnation en 2008. Cette dernière condamnation a scellé le sort de Simpson et marqué un point final à son déclin public.
Malgré l'attention médiatique portée à Simpson, les familles de Nicole Brown et Ronald Goldman continuent de lutter pour la mémoire de leurs proches. Leurs efforts pour sensibiliser le public aux violences domestiques, leur quête de justice et les initiatives qu'ils ont lancées pour perpétuer l'héritage de Nicole et Ron. Ils ont créé des fondations et des organisations en leur mémoire. L'affaire Simpson a profondément marqué la culture populaire américaine. Cette affaire a été représentée dans des films, des séries télévisées, des documentaires et dans la littérature. Ces représentations ont influencé la perception publique de la justice, du racisme et des célébrités, et elles ont contribué à maintenir l'affaire Simpson dans l'imaginaire collectif. Même des années après le procès, de nouvelles informations et théories continuent d'émerger sur cette affaire. Des documentaires, des livres et des interviews ont révélé des aspects encore inconnus ou négligés de cette affaire. Avec l'émergence des réseaux sociaux, O.J. Simpson trouve une nouvelle plateforme pour s'exprimer et tenter de se réhabiliter. Il a utilisé les médias sociaux pour se reconnecter avec le public et ces plateformes pour influencer l'opinion. En 2007, Simpson est de nouveau au centre de l'attention médiatique lorsqu'il est arrêté pour vol à main armée à Las Vegas. Cet acte désespéré, le procès qui en a suivi et les circonstances entourant sa condamnation à une peine de prison ont marqué un tournant final dans la vie publique de Simpson. Cette affaire a soulevé de nombreuses questions sur le fonctionnement du système judiciaire américain. Les débats sur les réformes judiciaires, la gestion des affaires médiatisées et la relation entre les célébrités et la justice. Comme pour toute affaire de cette envergure, l'affaire O.J. Simpson a engendré de nombreuses théories du complot. Les théories les plus célèbres et les plus controversées ont émergé autour des meurtres et du procès. L'affaire O.J. Simpson a laissé une empreinte durable sur la société américaine. Elle a influencé des discussions sur la race, la justice et la célébrité, et elle continue de résonner dans les débats publics et privés. Cette affaire a façonné la manière dont les procès médiatisés sont désormais conduits et perçus. Je me suis servi de l'outil Internet pour créer cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.